Nous accueillons aujourd'hui Augustin Gilles qui a un parcours très intéressant puisque vous avez d'abord été avocat d'affaires à Luxembourg et puis vous avez décidé de vous intéresser à l'innovation sociale, d'abord dans le cadre de travaux de recherche puisque vous conduisez une thèse sur la gestion stratégique de l'innovation sociale et puis de façon plus concrète, plus opérationnelle au sein de l'UCPA que tout le monde connaît, qui est une grande association active dans le domaine du loisir et du tourisme. Alors on va commencer par s'intéresser à l'identification des partenaires. Comment est-ce qu'une entreprise peut identifier le bon partenaire? Comment est-ce qu'une association va pouvoir identifier la bonne entreprise pour travailler avec elle? Alors, je crois qu'il y a une notion à prendre en compte, c'est la notion de proximité. La proximité peut s'entendre en termes géographiques ou territoriaux, et donc on conseille plutôt aux associations de se tourner vers les entreprises et réciproquement de leur territoire parce qu'on partage une culture commune et que c'est une bonne base pour commencer à construire des relations. La deuxième dimension de la proximité, c'est une proximité organisationnelle ou une similarité au niveau de la taille, c'est-à-dire qu'on va partager des enjeux communs en termes de taille. Une petite structure une petite association comprendra mieux les enjeux d'une petite entreprise et réciproquement pour une moyenne association, moyenne entreprise, etc. Il y a aussi une proximité en termes organisationnels, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple des liens déjà existants entre l'association et l'entreprise, par exemple au niveau de la gouvernance. Une personne qui appartient à la gouvernance de l'une et de l'autre qui peut favoriser le rapprochement entre les deux. Et après, il y a une proximité en termes de valeur qui est importante, bien évidemment. Et là, on conseille aux associations qui recherchent à créer des partenariats à se tourner vers des entreprises responsables. C'est une entreprise qui a l'habitude de fonctionner avec son écosystème, avec les pouvoirs publics, avec d'autres entreprises, et donc qui s'inscrit déjà dans des réseaux. Une dernière dimension de la proximité qui est fondamentale, c'est la proximité en termes de cœur de métier. Trop souvent, on a tendance à se tourner vers les acteurs, les grands acteurs médiatiques que l'on connaît déjà, alors qu'il faut regarder plutôt autour de soi. Je mets cependant une nuance à ce que je viens de dire, c'est que certaines associations qui ont déjà expérimenté une solution tout à fait nouvelle, innovante en termes sociaux, et qui cherchent à déployer cette solution, à faire changer d'échelle cette solution, vont devoir plutôt se tourner vers des entreprises qui vont prendre une posture d'investisseurs sociétal et donc pour cela qui vont avoir, je dirais, les reins assez solides pour accompagner cette association avec des ressources financières, avec un accompagnement à la stratégie par exemple, ainsi que des compétences rares. Mais pour pouvoir se faire, il faut être une entreprise d'une certaine taille. Et là, la proximité cœur de métier est essentielle et fondamentale. Tout à fait, absolument. Alors, donc là, on a bien identifié les différents finalement, facettes de ce qu'est la proximité, qui est le maître mot, on va dire, dans le processus d'identification. Si on passe maintenant aux étapes, une fois qu'on a identifié l'entreprise, ou une fois que l'entreprise a identifié l'association, quelles sont les quelques grandes étapes par lesquelles n'importe quel partenaire doit passer? Quand on identifie une entreprise, en même temps que cette identification, il faut, une entreprise ou une association, il faut soi-même se positionner en se demandant quels sont mes objectifs pour ce partenariat, quels sont les objectifs de mon partenaire potentiel, quels peuvent être ces objectifs et comment je vais pouvoir répondre à ces objectifs. À partir du moment où se déroule la rencontre du partenaire, il va y avoir une phase de mise en place du partenariat et donc de cadrage du partenariat. Le cadrage du partenariat se fait à plusieurs niveaux. Déjà, je crois qu'il y a un moment très important, c'est de se dire clairement quels sont nos objectifs. C'est-à-dire qu'il faut être absolument transparent là-dessus. On ne peut pas créer de relations saines sans avoir partagé les objectifs de chacun. Ensuite, il va falloir décider quels sont les objectifs communs aux deux partenaires. Et enfin, on va s'intéresser aux moyens et aux ressources que l'on met dans le partenariat. Donc ça, c'est la partie cadrage du partenariat. Et ensuite, il y aura bien sûr la mise en œuvre du partenariat, son pilotage, avec des degrés différents de niveau de pilotage en fonction de la taille du partenariat. Et pour les gros partenariats, il est intéressant, par exemple, de dissocier la gouvernance
stratégique et politique du partenariat du niveau opérationnel. Je pense au partenariat, par exemple, Renault-WeMove, que vous connaissez. Ce partenariat avait des niveaux différents d'intervention des deux partenaires, un niveau de gouvernance qui était une rencontre institutionnalisée des dirigeants à la fois de l'association et du département RSE de Renault. Et puis, il y avait le niveau opérationnel où là, on déroulait le partenariat de manière opérationnelle. Et la dernière phase, très importante, c'est la phase d'évaluation. Je crois que vous allez la voir plus tard. C'est fondamental de mettre à plat finalement ce qui s'est passé pendant le partenariat pour envisager un renouvellement de la relation partenariale. Parce qu'il faut garder en tête qu'un partenariat ne s'envisage pas uniquement sur la durée du projet, du partenariat, il s'envisage à long terme. Un partenariat réussi, c'est un partenariat renouvelé pour éventuellement pendant une dizaine d'années. 3 grandes étapes, on vient de le voir, le cadrage, la mise en œuvre et l'évaluation. Quels sont les grands obstacles que l'on rencontre et puis peut-être les quelques leviers que l'on peut utilement actionner pour réussir? Alors, je crois qu'il y a, selon moi, il y a trois grands obstacles. Il y a bien sûr la difficulté culturelle. C'est-à-dire que l'association et entreprise ont des fonctionnements différents. Et je pense que pour pouvoir dépasser cet obstacle, il faut mettre en place un dialogue récurrent, un dialogue qui soit institutionnalisé entre les deux partenaires. Le deuxième obstacle, c'est tous ces comportements qui vont nuire à la confiance. Parce que dans le cadre d'un partenariat, finalement, l'enjeu n'est pas seulement le projet que l'on va réaliser ensemble. L'enjeu, c'est de construire une relation de confiance qui va permettre, par la suite, de mettre en place réellement une alliance innovante où on va co-créer, co-construire ensemble des solutions, les solutions de demain, finalement. Et pour pouvoir co-créer ensemble, il faut avoir une confiance mutuelle. Le troisième point, qui rejoint ce que je viens de dire, c'est la question de la temporalité. Il y a une double temporalité à gérer lorsqu'on a un partenariat. C'est la temporalité du partenariat lui-même, du projet qu'on réalise ensemble, concrètement, à l'instant T. Mais c'est aussi la temporalité à plus long terme de ce qu'on va pouvoir créer ensemble et co-construire dans une deuxième grande étape qui sera la co-construction de solutions innovantes imbriquées avec le savoir-faire de l'association et les compétences de l'entreprise. Voilà les 3 points, les 3 difficultés que je vois. Et je crois qu'il faut être ouvert fondamentalement à la nouveauté. Et le monde de demain, nous ne le connaissons pas, sera un monde complètement différent. Et donc, si on reste sur ces a priori et ces acquis, on n'est pas capable de voir les choses émerger.